Essaie de prendre ton cahier, tu écris le titre. En chiffre romain, le condensateur. En chiffre romain, le condensateur. Description. Et symbole. Arrêtez, s'il vous plaît. Arrête. Tu changes de place ici, voilà. Change de place. Tu changes de place ou tu quittes la salle. Parce que tu parles trop. Tu n'arrêtes pas de parler. Et pourquoi, comme ça, les trois? Il y a de la place. Donc on passe à l'électricité et on étudiera l'évolution du système électrique. Dans cette partie-là, on va traiter des circuits électriques comportant des composantes qu'on trouve dans des circuits électroniques. Le premier couple d'éléments qu'on utilise, c'est un résistor et un condensateur, ou un conducteur ohmique et un condensateur. On va essayer d'étudier ce dipôle en série. Quel est le comportement de ce dipôle-là et son utilité. Avant tout, dans la vie pratique, on trouve ce dipôle RC comme un défibrillateur cardiaque. Lorsqu'il y a une crise cardiaque pour une personne et on constate qu'il y a un arrêt du cœur, on utilise cet appareil-là, on pose 2 électrodes sur son thorax et on essaie de décharger cet élément qui est le condensateur, qui contient une quantité d'électricité et ce qu'on appelle un choc électrique. Ce choc électrique ou cette décharge qu'on va parler par la suite essaie de mettre ce cœur-là en battement et ça c'est une utilisation de ce dipôle RC. Une fois que dans nos maisons actuellement en empruntant les escaliers, on utilise un interrupteur qui permet d'éclairer les escaliers pendant une durée bien déterminée qu'on peut l'utiliser à l'avance, 1 minute, 2 minutes. C'est une minuterie électrique. Elle essaie d'allumer, ou plutôt de faire éteindre la lumière d'une façon automatique. Cette durée-là, il est réglable. Ça dépend de durée pour une personne normale, combien de temps il doit pour aller d'un étage à une autre. Et le plus important de ce dipôle RC, on va le voir par la suite dans les transmissions de l'information et la modélisation et la démodélisation, c'est-à-dire comment on envoie une information, comment on essaie de l'envoyer sur une onde, on parlera par la suite, mais essayer de reprendre cette information, on utilise ces dipôles-là RC, soit en série, soit en parallèle, ce qu'on appelle un filtre.
lorsqu'on utilise un dipôle RC en série ou en parallèle, on constitue ce qu'on appelle un filtre. C'est quoi un filtre? C'est comme son nom l'indique. Uniquement dans ce cas-là, c'est un filtre pour les ondes. À partir d'une fréquence donnée, ce dipôle-là, il est capable de faire atténuer certaines fréquences et ne laisser passer que des fréquences bien déterminées. Ce dipôle, il est caractérisé par une constante tau, et à partir de cette constante, on détermine cette fréquence qu'on appelle la fréquence de coupure. Il coupe et laisse passer cette fréquence. Soit ce qu'on appelle un filtre haut ou un filtre bas. C'est-à-dire, elle laisse des fréquences qui sont supérieures à cette fréquence de coupure, ou elle laisse passer uniquement des fréquences qui sont inférieures à cette fréquence de coupure. On aura l'occasion de travailler sur ces filtres-là lorsqu'on parlera de la démodélisation d'une onde. D'accord? Donc, pour nous, ce dipôle-là, la première des choses, nous avons dit que l'utilisation pour un défibrillateur cardiaque, c'est un choc, c'est une décharge. Donc, ce dipôle-là, il est capable d'emmagasiner de l'énergie électrique et laisser sous forme de charge, et laisser la décharger pendant une durée donnée. La durée de décharge dépend de cette résistance et une valeur qui caractérise ce condensateur qu'on appelle la capacité. C'est un dipôle qui est capable d'emmagasiner des charges. On va voir par la suite cette constante qui caractérise ce condensateur. Donc, notre cours, il vous apparaîtra comme un cours tout à fait normal, c'est-à-dire deux dipôles on utilise dans un circuit, mais en réalité son utilité, on ne peut pas, votre portable, tous les éléments que vous utilisez, qu'ils soient électroniques, ils ne peuvent pas contenir ce dipôle RC. On aura par la suite le dipôle RL, c'est-à-dire une bobine avec un résistor. La simple des choses, ces lampes que vous voyez là, il contient, je pense que vous l'avez déjà, c'est un starter, c'est un condensateur. Celui qui déclenche vous voyez qu'il commence par un petit éclat à la maison. Parfois, on n'arrive pas à avoir de la lumière pour ces tubes de néon et on doit changer ce condensateur-là. Donc, son nom commercial, il est connu par ce qu'on appelle un starter. D'accord? Donc, ces condensateurs sont de formes différentes. Là, un condensateur de cette forme-là, nous avons, j'ai ici une plaque, j'espère que je trouverai là, la voici. À l'intérieur d'un téléviseur ou d'un poste de radio, ce qu'on trouve à l'intérieur, mais voyez là, ce sont des condensateurs. Là, c'est un condensateur qui a la forme d'une lentille, mais plus grande. Il y en a qui sont petits. Le voici. L'autre, il est là. Donc, un condensateur de formes différentes, mais elles fonctionnent du même principe. C'est ce que vous voyez en couleur là, sont des condensateurs électrochimiques, c'est-à-dire ils ont une borne positive et une borne négative. Mais d'autres que j'ai ici, un autre condensateur qui n'est pas, exemple celui-ci, et un autre, je l'ai tout à l'heure ici, il n'est pas, s'il ne porte ni plus ni moins, ça veut dire qu'il s'agit d'un condensateur qui n'est pas chimique. D'accord? Donc, vous notez, un condensateur
est un dipôle. Un condensateur est un dipôle constitué, le voici, là, et quelle que soit la nature de condensateur utilisé, toujours on trouvera une différence de potentiel, une tension, celui-ci c'est 400 volts, et on notera 10 microfarads, on parlera par la suite. J'utiliserai celui-ci, c'est 25 volts et 4700 microfarads. On va voir qu'est-ce que ça veut dire cette constante-là. Et là c'est plus et là c'est moins. Donc quels que soient ces condensateurs, en pratique c'est le plus simple condensateur. Si nous n'arrivons pas à voir ce qu'il y a à l'intérieur, c'est d'une façon générale, elle est formée de deux conducteurs. Cette plaque-là et une autre plaque face à face. Et généralement, entre ces deux faces, il y a un diélectrique. C'est quoi un diélectrique? C'est une substance qui ne conduit pas, qui ne donne pas, il n'a pas des électrons libres. Vous avez étudié en première année qu'il y a des composés électrolytiques ou des produits qui ont un caractère dipolaire. C'est-à-dire, on détermine, il y a un centre de charge négatif et un centre de charge positif. Lorsque ces deux charges ne sont pas superposées, on dit que le composé il est dipolaire. Là, c'est l'air. Et l'air, si on applique une différence de potentiel, l'air n'est pas conducteur. D'accord? Chaque composé qui a une constante diélectrique, qu'on la note oméga, epsilon, et on peut, il a une façon de composer. Ce que vous voyez là, si j'ajoute ce plastique-là entre les deux, ça, on le nommera un diélectrique ici. Donc à l'intérieur, soit il y a du mica, soit du quartz, soit une matière qui est diélectrique. Et le bon fonctionnement de ce dipôle réside dans cette matière. Elle doit rester dans des conditions de ne pas conduire, avoir des électrons libres qui peuvent passer de cette plaque à celle-là. Ces plaques, on les nomme des armatures. Armature A et armature B. Tant que, maintenant je reviens à la mention de ici 400, là c'est 40 volts. Tant qu'on n'applique pas une tension supérieure à 40 volts, ce condensateur il est capable de fonctionner d'une façon normale. Si on dépasse cette tension, alors la matière qui est à l'intérieur, elle est détruite et il ne fonctionnera plus. D'accord? C'est pour cela que tout celui-ci, on ne doit pas dépasser 25 volts. Sinon, la matière à l'intérieur, il y a uniquement un fil, un conducteur, et là, c'est l'autre armature, elle est de forme cylindrique, et à l'intérieur, il y a de la matière. Essayez pour la prochaine, et faites attention à vos mains. Si vous arrivez à ouvrir essayez de travailler avec, vous trouvez qu'il y a soit du carton avec un huile ou une matière donnée à l'intérieur. Sauf celui-ci, il n'y a rien, il n'y a que de l'air. D'accord? Donc on continue notre définition. Deux conducteurs appelés armature. Deux conducteurs appelés armature. Armature. Constitué de deux conducteurs.
virgule, appelée armature. Dans les deux surfaces, dans les surfaces en regard, c'est-à-dire celle-là, face à face, dans les surfaces en regard, sont séparées par un isolant appelé le diélectrique. Les surfaces en regard séparées par un isolant appelé diélectrique. Un diélectrique. Son symbole, on mettra le symbole. Lorsqu'on voit ce symbole dans un circuit, il faut comprendre qu'il s'agit d'un condensateur. Là, c'est A et là, c'est B. Généralement, ici, c'est un diélectrique. Mais on ne le schématise pas dans un circuit. Là, un diélectrique. Je le fais au-dessous. Et là, ce sont les deux armatures. Deux armatures. Et B, c'est la borne qui sera reliée à un pôle donné dans le circuit, soit le pôle positif, soit le pôle négatif. Donc vous mettez remarque. Et c'est très important pour la suite du cours que les électrons ne peuvent plus, les électrons ne peuvent plus traverser le diélectrique. Les électrons ne peuvent plus traverser le diélectrique. Charge et décharge d'un condensateur. Charge et décharge d'un condensateur. Donc la première des choses, je vais utiliser une propriété de ce condensateur. Je vais essayer de le mettre sous une tension à partir d'un générateur en courant continu et d'essayer de voir
Donc, de là, un générateur, une tension. Et je vais essayer de l'appliquer aux bornes. Il faut faire attention, là, c'est un condensateur qui est chimique, donc on doit respecter les bornes. Et pour cela, nous avons différencié les bornes par des couleurs, plus et moins. Donc là, le noir avec le noir. Et le plus avec le plus. Je vais essayer maintenant, qu'est-ce que c'est pas cette charge qu'il est emmagasinée, je vais essayer de la mettre, essayer d'éteindre, parce que cette lumière-là, elle est... Si nous arrivons à voir cette lumière. Donc, là, c'est la borne ici. Je vais essayer de prendre... Est-ce que vous avez eu... Non? Une lumière? Non? Je refais. Ben, c'est le cours. Donc là, je refais. Il faut... Donc, je les mets sous tension. Là, je... Non. Voilà. Je refais. Parce qu'il faut respecter le LED, les bornes de LED. Je refais... Voilà. Après un certain temps, j'enlève. Et j'essaie de... S'il ne fonctionne pas dans cette orientation-là, rien. Parce que dans le sens bloqué, pour le LED, vous l'avez étudié au tronc commun. Et là. Voilà. Si quelqu'un n'a pas vu, entre les 2 heures, il peut faire le travail lui-même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce condensateur, même son nom l'indique, il condense des charges et on l'emmagasine et on peut l'utiliser lorsqu'on aura besoin. Je n'ai pas donné un autre exemple de ce condensateur. Peut-être vous avez dans la maison un appareil qui est situé dans un endroit où il peut donner la lumière à tout l'appartement. Une fois qu'il y a une panne d'électricité, c'est le seul dispositif qui s'allume. Il peut donner la lumière pendant une durée donnée, ça dépend. Je ne sais pas si vous avez ceci, mais dans les cafés, dans les hôpitaux, il y a ce qu'on appelle essai de secours, il y a une lumière là. Une fois qu'il y a une panne, ces appareils-là peuvent donner de la lumière pendant, ça dépend de la puissance des lampes utilisées, 1 heure ou 2 heures, ça dépend de la... Donc, de l'énergie électrique emmagasinée sous forme d'une charge dans un condensateur qu'on peut la récupérer à n'importe quel instant. Je peux le charger, le garder jusqu'au... après 1 heure, 2 heures, d'accord? Donc, charge et décharge d'un condensateur. Je vais essayer d'utiliser maintenant, soit que je vous donne là une vidéo. Je fais l'expérience là en direct. Je vais essayer de construire ce qu'on appelle un circuit de charge, un circuit de charge et un circuit de décharge. Pour charger, on doit avoir un générateur. Donc, je pars d'un générateur
Et pour savoir vraiment s'il y a passage d'un courant ou non dans un circuit, là c'est le pôle positif, je le mettrai là. Je dois utiliser un galvanomètre à zéro central, ce que vous voyez devant vous, celui-ci. L'utilité de voilà. L'utilité, c'est que nous pouvons différencier le sens de courant mis en jeu dans un circuit par la déviation de l'aiguille. Soit il dévie dans un sens, soit dans un autre sens. Puisque nous utilisons deux circuits, l'un pour la charge de condensateur et l'autre pour la décharge. Donc, on va essayer si on peut différencier le sens de courant dans les deux cas. Notre titre, il fait mettre les deux phénomènes en même temps. Donc, du condensateur, je passe au galvanomètre. Du galvanomètre, je passe à un interrupteur où il y a deux positions, 1 et 2. Ça veut dire que je peux, à partir de cet interrupteur, avoir deux circuits et je peux soit fonctionner le circuit d'en haut, soit de faire fermer le circuit d'en bas. C'est-à-dire, je vais constituer là un circuit qui est de charge et l'autre de décharge. L'essentiel, c'est que le galvanomètre et le condensateur doivent être au milieu pour soit fonctionner dans la décharge ou la charge. Pour faciliter ce que je fais devant vous, je vais faire le schéma afin de comprendre ce qui se produit devant vous. D'accord? Donc, j'aurai un condensateur, un galvanomètre à zéro central, d'accord? Et là, j'aurai un générateur. Et je mettrai là un résistor des résistances R. Et de là, je peux commander soit le circuit, là c'est K, et là c'est la position 1, et là c'est la position 2. Donc, en mettant l'interrupteur K dans la position 1, j'ai un circuit fermé qui contient un générateur, un condensateur et un galvanomètre à zéro central. Évidemment, on va voir ce qui indiquera ce galvanomètre à zéro central. C'est un ampèremètre qui nous permet de détecter des courants qui sont faibles, tout simplement. Et son nom vient d'un physicien qui s'appelle Galvani. D'accord? C'est lui qui a travaillé sur le phénomène mis en jeu des charges et la circulation. Donc, ce que je ferai, là, c'est la borne plus et là, la borne moins. Donc, j'ai commencé par là, la borne positive, vers le condensateur, le galvanomètre, et du galvanomètre, je dois le mettre dans la position 1. Voilà. En haut. Pardon, au milieu. Je suis parti de là et je dois être au milieu. Ce bouton rouge. D'accord? Au milieu. Pour compléter vers le générateur, j'utilise cette borne-là où je dois la mettre le moins de générateur. Le voici. Je vais faire l'autre partie du circuit. Il y a un nœud ici entre le générateur, le condensateur et la résistance. Voilà R. Et je vais la mettre un nœud entre. Je vais essayer de le mettre là. Voici le générateur. Si je suis ce fil-là, il arrivera au plus. Donc, je dois mettre entre ces deux, soit ici, soit là. D'accord?
Et de l'autre côté, je dois aller vers la position. Quelle position? Qui reste ici? Normalement, j'ai les deux circuits, la position 1 et la position 2. Donc, voilà. Je mettrai là. Donc, je dois vérifier l'autre. Je mettrai, peut-être que ce résistor ne fonctionne pas. Je mettrai là. Voilà. Regardez qu'il y a une double déviation. Dans ce sens-là, c'est vers le bas, c'est-à-dire la décharge. Et il revient à 0. C'est le plus important. Donc, décharge, il revient, c'est-à-dire que le courant ne passe que pendant une durée très réduite. On parlera de cette durée par la suite. Je pars de l'autre côté, maintenant c'est la charge. Et là nous avons une capacité qui est grande. Par la suite, on doit le laisser pour voir combien de temps il va revenir. D'accord? Donc, dans cette expérience, on met une évidence qui, voilà, elle revient au 0. D'accord? Oui. Ce que je demande, c'est que dans la position 1, l'aiguille se dévie dans un sens pendant une durée donnée, puis elle revient à 0. Lorsque je fais permuter l'interrupteur dans la position 2, je verrai une déviation dans le sens inverse. L'explication, on l'aura, ou l'interprétation par la suite. D'accord? Donc, vous faites le schéma. Normalement, nous avons toutes les informations pour que vous expliquiez pourquoi ce Coran n'est pas comme les autres, ce que vous avez étudié en tronc commun ou en première année. Normalement, tant que le circuit est fermé, il y a un générateur et des dipôles dans ce circuit. Normalement, on devrait avoir une intensité donnée. L'aiguille doit rester dans une déviation donnée, tant que le circuit est ouvert. Nous avons l'habitude de voir ce courant-là et il sera nul lorsque le circuit est ouvert. Là, avec un circuit fermé, le courant ne passe que pendant une durée très réduite. Puis il s'annule. D'accord? On verra l'interprétation par la suite. Donc, on devrait avoir au-dessus expérience. Je vais mettre des couleurs sur le schéma afin de différencier. Je mettrai en bleu comme ça et je donnerai une déviation dans ce sens-là. Si je permets K dans l'autre sens, je verrai là C2 et là C1. N'oublions pas de mentionner en rouge en haut ces circuits de charge.
Et en bas, pardon, c'est le bleu. Là, je mettrai le bleu. Et le rouge est là en bas. Circuit de décharge. Et en haut, c'est le circuit de charge. Celui qui permet de charger ce condensateur. D'accord? Y a-t-il une remarque? Qu'est-ce que j'ai... Non. Le circuit qui comporte le générateur, c'est celui de charge. Et l'autre, c'est la décharge. Là où il n'y a pas de générateur. Si j'essaie de voir les éléments qui forment ce circuit d'en bas, c'est qu'il n'y a pas de générateur, donc c'est la décharge. Donc, après expérience, on mettra interprétation. Interprétation. Là, c'est le zéro central. On mettra ici A et ici on mettra B. D'accord? Donnez-moi une explication. Oui, c'est notre vedette. C'est l'acteur de cette leçon. Donc, la première des choses, comment un courant peut s'établir dans un circuit électrique? Quel est le rôle du générateur dans ce circuit? Une force, si tu ajoutes un autre terme, et ça coïncidera avec une force électromotrice. Une force électromotrice. Généralement, certains pensent que le générateur, c'est comme il y a un puits d'énergie, mais celui-ci, il donne une force électromotrice qui oblige les électrons ou les porteurs de charge dans les circuits à se mettre en mouvement. Donc, nous avons des fils de connexion. Leur dimension, elle est négligeable par rapport, si je vais exagérer avec ce condensateur, les dimensions là sont assez grandes devant ces fils et on parlera uniquement des électrons libres des armatures de ce condensateur. Donc dans le circuit, il y a des électrons libres. Parmi ces électrons, les électrons libres des armatures. Une fois que nous mettons là l'interrupteur K dans la position A, cette force électromotrice du générateur oblige les électrons libres à se mouvoir dans le circuit et donner un courant qu'on va le mettre IC. D'accord? Il y a un courant du borne, son sens conventionnel, du borne positif vers le borne négatif. Ça veut dire quoi? La réalité, c'est quoi? Ce sont des électrons qui se déplacent dans le sens inverse. De
deviennent ces électrons de circuit, et on va s'intéresser uniquement des armatures. Donc, ces électrons-là, la première des choses, c'est que là, il y a un isolant. Donc, ces électrons ne peuvent venir que de cette armature. Donc, ces électrons libres vont être mis en circulation. Donc, ils vont garder là, quoi? Un manque d'électrons, c'est-à-dire, il va apparaître des charges positives. Et ces électrons vont suivre le circuit et arriver de l'autre côté. N'écrivez pas, s'il vous plaît. Et une fois arrivé à l'armature B, qu'est-ce qu'elle trouve devant? Un isolant. Donc, ils vont s'accumuler sur la plaque B. Une fois que la plaque, il n'y a pas passage de courant, donc le courant il va s'annuler. Donc, pour interpréter cette brève durée au cours de laquelle apparaît un courant qu'on appelle un courant de charge, c'est qu'entre les deux armatures, il y a un isolant. Voyons d'un autre angle. Avant de mettre l'interrupteur K dans la position A, la tension aux bornes du condensateur elle est nulle parce que la charge, les deux sont neutres, et par la suite, une fois qu'on ferme le circuit, la tension aux bornes de condensateur augmente et il va atteindre quoi? La tension aux bornes de générateur. Et puisque ces charges ne passent pas de l'autre côté, c'est qu'on a dans un circuit, c'est comme on a, c'est pas la réalité. Deux générateurs montés en opposition. Puisque là, il a E et là, UAB qui est E. Et par la suite, aucun courant. Vous avez vu en tronc commun, lorsque nous montons deux générateurs en série, la force électromotrice, elle est la somme. Mais lorsque nous mettons deux générateurs en opposition, un il jouera le rôle de quoi? D'un générateur, et l'autre, il jouera le rôle de récepteur. On changera même en première année, on changera, au lieu de dire un générateur, on dit un récepteur. Au lieu de dire U est égal à E moins RI, on le mettra E' plus R' fois I. D'accord? Donc, dans ce cas-là, c'est la seule explication. Donc, une fois qu'on arrive à sa tension est égale, donc il emmagasine de l'énergie électrique dans ses armatures. D'accord? Qui peut me donner l'explication pour la position lorsqu'on me permet K de 1 vers 2? Oui, lorsque je fais là, après avoir mis K en 1, je le mettrai en position 2. Oui. Ces charges qui sont accumulées là, qu'est-ce qu'on va? Elles vont circuler dans ce circuit-là et arriver à l'armature A. Et les charges de B et de A sont nulles. D'accord? Et lorsque les électrons passent de ce côté-là, ça veut dire qu'il y a un courant dans le sens inverse. Là. Et on l'appelle ID. Donc, au cours de fonctionnement de condensateur, lors de la charge, il donne un courant qu'on appelle IC, et lors de la décharge, il divise un courant qu'on appelle ID. I de charge et I de décharge, qui ont deux sens opposés. D'accord? Donc, vous écrivez à la ligne, interprétation. Lorsqu'on ferme l'interrupteur, oui, lorsqu'on ferme l'interrupteur, dans la position 1,
On observe, lorsqu'on ferme l'interrupteur dans la position 1, on observe une déviation. On observe une déviation du galvanomètre. On observe une déviation de l'aiguille du galvanomètre à zéro central, galvanomètre à zéro central, dans le sens 1, pendant une durée, galvanomètre à zéro central, dans le sens 1. Puis revient se déplace dans le sens 1 du galvanomètre à zéro central, dans le sens 1. Puis revient au 0. Deux points. On appelle le courant qui passe dans le circuit le courant de charge, IC. Dans le circuit, le courant de charge I indice C. IC, vous l'avez sur le schéma. Deuxième tiré dans l'interprétation. En permutant l'interrupteur K, c'est de changer de la position 1 vers la position 2. Ou vous notez tout simplement en mettant l'interrupteur K dans la position 2, en mettant l'interrupteur K dans la position 2, l'aiguille du galvanomètre, en mettant l'interrupteur K dans la position 2, l'aiguille du galvanomètre dévie dans le sens inverse, puis revient. L'aiguille du galvanomètre dévie dans le sens inverse et revient à 0. Virgule, un courant de décharge ID, passe dans le circuit. Un courant de décharge ID et indice D minuscule passe dans le circuit. On dit que le condensateur se décharge. Point à la ligne. Au cours de décharge, la tension UAB, et vous la mentionnez sur le schéma, la tension aux bornes du condensateur UAB passe de sa valeur maximale E c'est la force électromotrice du générateur, passe de la valeur maximale E, on reviendra par la suite,
à une valeur nulle, passe de la valeur maximale E à une valeur nulle. Et le paragraphe suivant. « 1.3. La charge portée par les armatures. Les charges portées par les armatures. Donc, d'après ce que nous avons vu dans le paragraphe 1.2, je résume en bref qu'un condensateur dans un circuit peut fonctionner comme un récepteur au cours duquel il emmagasine de l'énergie électrique ou il accumule des charges. Et dans ce cas-là, le courant que nous appelons le courant de charge prend un sens opposé à celui lorsque le condensateur joue le rôle est en décharge. Donc on est devant deux courants, un courant de charge et un courant de décharge. Donc on est obligé de prendre une convention au cours de laquelle on va donner une valeur positive au courant. On parlera de l'algébrisation du courant, c'est-à-dire on considérera à partir de là que l'intensité du courant dans un circuit a une valeur algébrique. Il peut être positif comme il peut être négatif. Donc la convention qu'on va choisir, c'est nous sommes devant deux armatures, une qui porte des charges positives et l'autre qui porte des charges négatives. La A et la B, lors de la charge, le courant qui passe, c'est I. On va prendre comme convention que I est ce sens-là, sens positif. Et la tension UAB, c'est UAB. Rappelez-vous que UAB, j'écrirai UAB et toujours la flèche, il passe de l'origine vers l'extrême, dans ce sens-là. D'accord? Donc, la charge là c'est QA et là c'est QB. En valeur absolue, QA et QB, comment ils sont? Les deux charges sont égales. Ces électrons-là, qui sont passés de l'armature A, ils passent de l'autre côté. Chaque électron, il laisse un trou ou une charge positive. Donc, en valeur absolue, QA est égal à QB. Et c'est la quantité d'électricité emmagasinée par le générateur. La première des choses, c'est que Q est égal à QA, qui est égal à la valeur absolue de QB. Et on notera ici que QA est égal à moins QB. Par la suite, on va travailler, n'écrivez rien. Par la suite, on utilisera la charge Q comme on parlera que des valeurs algébriques. On parlera du I, l'intensité de courant à un instant donné I, et une charge de condensateur à un instant T donné, et une tension à l'instant T donné. Donc, on laisse les conventions que nous avons utilisées
en tronc commun et en première année, ce que l'écriture de I, de cette façon, elle est réservée uniquement dans les courants continus. Là, on travaille pour des systèmes qui sont transitoires. C'est-à-dire, là, il y a une période où cette intensité de courant qui va varier, qui passera d'un régime donné, et c'est le plus important dans ces dipôles RCRL. Nous avons mentionné que ce sont des systèmes électriques ou dans un régime transitoire. On dit transitoire, c'est on passe d'un état à un autre. Donc, pour avoir l'état transitoire ici, c'est qu'au début, il y a un courant qui augmente, puis il atteint une valeur, la tension, ce que vous voyez là, c'est la tension. La tension, elle commence par 0 et elle atteint une valeur maximale qui est U. Donc, dans ce cas-là, c'est le phénomène est dit transitoire. On passe par des valeurs et par la suite, on aura une valeur maximale. Donc, on ne va pas utiliser ni Q indice A ou Q indice B, mais on parlera de I et de Q. Dans ce qui suit, lorsqu'on parle d'une charge de condensateur Q, toujours nous avons référence à la charge portée par l'armature qui porte une charge positive ou celle qui est reliée au pôle positif du générateur. D'accord? Donc, si je parle que le condensateur a une charge à l'instant TQ, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette charge-là, c'est la charge de cette armature. Et toujours le courant positif, c'est celui qui entre vers l'armature de charge positive. C'est-à-dire, on va donner cette... Si je parle de ce courant qui est instantané, à un instant donné, c'est une quantité de charge sur la durée, pour une durée qui est très petite. Nous avons utilisé cette notation l'année dernière en première année, mais pas avec un D, avec un delta. Vous vous rappelez? Le travail élémentaire. Oui, non. Le travail élémentaire, nous l'avons D de W est égal à F fois dL. Et à partir de là, votre prof de l'année dernière, il a défini le travail pour un couple. Et nous avons remplacé ce produit-là avec un F fois dL fois cosinus de tel. Et le dL, nous l'avons remplacé par R d θ pour arriver le moment fois delta de tel. Si vous n'avez pas rappelé, vous n'avez qu'à revenir au cahier de l'année dernière. Peu importe. Donc, et s'il est positif là, ça veut dire que la quantité d'électricité qui va passer là, elle augmente. S'il est négatif, ça veut dire que ces charges-là reviennent à l'armature A et la charge, elle va diminuer. Donc, et toujours, on prendra cette convention. Donc, vous faites ce schéma, QA, QB, et on notera au-dessous CQ est égal à QA, qui est égal à la valeur absolue de QB. C'est la quantité d'électricité qui est égale à Q. Charge de condensateur. Donc là, j'ai dit c'est la convention plus positive. Donc les électrons, comme ça. Et c'est UAB, c'est UC. I est égal
à dQ sur dt. C'est le courant instantané. Courant électrique instantané. Et on notera I positif équivalent à dQ sur dt qui est positif. I négatif, ça veut dire que dQ sur dt elle est négatif aussi. Là, c'est charge, c'est la charge. Et là, c'est la décharge. Quelle est la signification de cette dQ sur dt? C'est une dérivée. Donc, de là que l'intensité de courant, c'est la dérivée par rapport au temps de la charge de condensateur. dQ sur dt, la dérivée du Q de T par rapport au temps. Par rapport au temps. On passera à la question c'est la dérivée de Q de T par rapport au temps. 1,4. Relation charge-tension. Charge, tension. Évidemment, la relation entre la charge du condensateur et la tension aux bornes de ce condensateur. d de Q sur dt, mademoiselle, c'est la dérivée de Q, la charge. Toutes les grandeurs qu'on va utiliser ici, on va mettre entre parenthèses T. Ce sont des fonctions de temps. C'est fini d'écrire I comme ça, mais ce sont des fonctions qui dépendent du temps. On va voir, il y a des cas particuliers où cette intensité elle est constante si le régime est permanent. Donc, dQ sur dt, uniquement, on va l'utiliser par la suite. La signification de cette écriture, ça veut dire que dQ sur dt est là, c'est la dérivée de la fonction Q de t par rapport aux variables t.
cette étude-là nécessite l'utilisation d'un générateur qu'on appelle un générateur idéal de courant. À partir de cette année, on va utiliser certains générateurs qui ne sont pas des générateurs habituels, comme celui-ci, que nous avons utilisé tout à l'heure, mais ce sont des générateurs idéaux. Ce que vous avez étudié au tronc commun en première année, c'est que la différence de potentiel ou la tension au bord d'un générateur UPN est égale à quoi? Quelle est son expression? Quelle est l'expression de la tension donnée par un générateur? Je viens de le dire tout à l'heure. C'est E moins RI, où E est la force électromotrice et R c'est la résistance interne du générateur, UPN. D'accord? Ça veut dire quoi à partir de cette expression? Toujours il y a un lien entre le courant qui passe dans le circuit et la tension délivrée par ce générateur. Pour nous, pour cette étude-là, pour établir une relation entre la charge et la tension, il faut que uniquement ces deux grandeurs que l'un doit varier en fonction de l'autre. Nous ne pouvons pas permettre, si vous voulez, pour que notre étude soit correcte, avoir un autre paramètre qui est l'intensité de courant qui va changer. Donc, si nous étudions la relation entre la charge et la tension et nous laissons l'intensité de courant qui est liée à la tension délivrée par le générateur, notre étude sera fausse ou non correcte. Donc, on est obligé d'utiliser un générateur qu'on appelle un générateur idéal de courant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce générateur, il nous permet de débiter un courant qui est constant et ne peut pas varier au cours du temps. Et par la suite, si nous faisons varier la tension et étudier la grandeur liée à la charge, nous pouvons arriver à une relation mathématique qui est correcte. Quel est le principe de l'expérience? Nous ne pouvons pas le faire ici parce que nous n'avons pas ce générateur ou ce montage expérimental. Nous utilisons ce générateur idéal de courant, un générateur, et nous utilisons un voltmètre électronique qui nous permet de lire la tension et au cours du temps. Donc, on aura un circuit où il y a un générateur idéal de courant, un générateur, un voltmètre électronique et un chronomètre pour déterminer, lorsqu'on ferme, on applique une tension par exemple de 2 volts, on ferme le circuit et l'aiguille nécessite un temps pour arriver à 2 volts. Et nous lisons ce temps entre le 0 et le 2 volts. Et nous notons dans un tableau. Puis, en utilisant 5 volts, on décharge le condensateur, on le remet à 0, puis on ferme l'interrupteur, on essaie de déterminer le temps pour atteindre 5 volts. Il la note dans ce tableau. En réalité, il y a un système d'acquisition, ce qu'on appelle les XAO. Ce sont des expériences assistées par ordinateur qui permettent, ou des logiciels qui permettent de faire cette étude d'une façon plus simple. Et vous allez trouver ces logiciels ou ces systèmes dans les exercices. Par exemple, on lira une phrase, un système d'acquisition permet de donner ou de tracer le graphe suivant. Il nous donne un graphe où il y a Q avec le temps ou Q avec UC. Ce que nous devons ici perfectionner, c'est comment interpréter ces courbes et comment dégager les relations mathématiques données par ces systèmes d'acquisition. D'accord? Mais à part ça, nous devons connaître le rôle de générateur idéal de courant, parce qu'on peut poser la question, quel est le rôle de ce générateur-là et comment on interprète cette courbe-là. Donc, on fera le schéma de ce circuit parce qu'on l'aura dans un exercice et on doit connaître
ce que nous avons dans ce circuit, et même le symbole. Donc vous tracez en même temps que moi. Là, c'est le symbole. On aura un autre générateur idéal de tension là. Ici, c'est de courant. Et de tension, ça sera là. On mettra E, et là, on mettra I0. On laissera celui-ci au paragraphe suivant, 2 en chiffre romain. On travaillera uniquement avec celui-ci. Donc, un interrupteur K, un condensateur, et un voltmètre électronique. Donc là, c'est I0. Là, c'est la tension UC. Là, c'est un voltmètre électronique. Et un chronomètre. Donc là, c'est un générateur idéal. Idéal de courant. Dans cette application qu'on va utiliser sur I0, I0 est égal à 2 microampères. Et les mesures qui ont été établies, je vais les mettre dans ce tableau. Il y a le temps en secondes, la tension lue entre les bornes du condensateur et la charge Q. Q en micro-coulomb, U en volt et T en secondes. Il y a deux façons de procéder. Soit qu'on fixe à l'avance la tension d'une valeur donnée, ou on essaie de déterminer le temps au bout duquel cette tension est établie. Par exemple, je vais fixer 2 volts. 2 volts, il détermine un temps, donc je vais mettre ici 2 volts. Et je lirai là le temps nécessaire pour atteindre ce 2 volts. Si je mettrais un galvanomètre ici, donc on aura l'aiguille, il va revenir à 0 lorsque le temps lu, c'est le temps correspondant à cette tension-là. Je vous donne ces valeurs-là. Il y a 0, 0 et la 0. Après 5 secondes, la tension c'est 0,9, 8. Après 15, je laisserai Q par la suite. Après 15 secondes, la tension est de 2,9,3. Après 25,
Là, c'est 5. Et dernière valeur, 30. Là, c'est 6. Il nous reste le calcul de Q. N'écrivez pas, s'il vous plaît. Comment calculer la charge portée par le condensateur? Sans oublier cette donnée. D'une façon générale, I, nous avons donné cette dQ sur dt. Donc, si I est constante, quelle est la relation? Vous avez étudié la dérivée ou la fonction primitive. Oui. Si la dérivée d'une fonction est égale à une constante, quelle est cette fonction par rapport aux variables t? Quelle est la fonction primitive de Q? De Q de t est égale à quoi? Une fonction, la dérivée d'une fonction constante, ça veut dire que la fonction, elle est une fonction, d'une façon générale, elle est affine. C'est-à-dire, si y est égal à x plus b, la dérivée de y, c'est a. De la même façon ici, si la dérivée est égale à i, donc q de t, ça sera i0 fois la variable qui est t. Plus une constante, cette constante-là, elle est nulle parce qu'à l'instant t est égal à 0, la tension, elle est nulle, et par la suite, la q, elle est nulle. Et à partir de là, nous pouvons déterminer la charge q. Ça veut dire quoi? C'est 2 fois 10 à la puissance moins micro C 10 à la puissance moins 6 fois T. Avec cette relation, connaissant T, je peux déterminer la valeur de Q. Vous êtes d'accord ou non? Ou je reprends? Je reprends. Vous voyez à partir de cette relation quelle est l'utilité de ce générateur idéal de courant. Pour lier la tension entre les bornes d'un générateur et la charge, nous devons utiliser une grandeur qui est bien connue. Nous utilisons la relation générale que, à chaque instant, l'intensité de courant, c'est la dérivée de Q. Si nous n'avons pas I constant, nous ne pouvons pas donner une relation entre Q et T. D'accord? Puisque le choix de I est constant, donc je dis que la dérivée de Q est égale à une constante. La dérivée de Q par rapport à T est égale à une constante. Ça veut dire que Q, c'est quoi? C'est une fonction affine de T. Ça veut dire que Q est égal à A T plus B. Il nous suffit de définir ce B. À l'instant T est égal à 0, quelle est la charge de condensateur? Par convention, nous avons pris le départ avec un condensateur qui est non chargé. Et par la suite, cette constante que je dois ajouter là, elle est nulle. Et donc, la relation, c'est Q de T est égal à I0 fois T. Et je complète ce tableau-là. Par simple calcul, je mettrai 5 fois 2, ça donne 10. 10 fois 10 à la puissance moins 6, donc ça sera 10. Vous pouvez maintenant continuer à écrire. Donc 2 fois 5, c'est 10. Là, c'est 30. Là, c'est 50. Et là, c'est 60. N'oubliez pas, en micro, c'est 10 moins 6. Je l'ai mis en facteur là. Oui. 0, 5, 15, 25, 30. 0, 0, 9, 8. 2, 9, 3, 5 et 6. Et le reste, vous mettez celle-ci fois 2. La valeur de T fois 2. Ce qui nous reste, c'est la courbe. Nous devons terminer cette courbe et son interprétation et donner cette relation.
on mettra Q de 10 à la puissance moins 6 coulombs, et là, on aura UC. Lorsque nous avons des valeurs qui sont un peu comme 0,98, on prendra une échelle de représentation. D'accord? On aura 1 cm pour 0,98. Et par règle de 3, on essaie de faire le correspondant pour les autres valeurs. Là, ça sera 2. Pardon, ça sera 3 cm. Et là, ça sera 5 cm. Et là, ça sera 6 cm. Une simple règle de 3. Je mettrai 0, 9, 8 correspond à 1 cm. Combien de 9, 3 correspond à x? Donc, x, ça sera 2,93 fois 1 divisé par 0,98. Et vous trouvez presque 3. D'accord? Essayez de vérifier si vous avez des doutes. Sur vos cahiers, vous avez 2 petits carreaux correspondant à 1. Et essayez de faire cette représentation-là. Même ici, cette échelle, elle est valable pour les deux. Donc on aura 10, 20, 30, 40, 50, 60. Je vais essayer d'utiliser une règle. Là, 1, 2, 3, 4, 5, 6. De la même façon ici. Je vais essayer d'avoir un, 2, 3, 4, 5, 6. La CUC, s'il vous plaît. Donc, pour la CQ en microcoulomb, là, c'est en volts. 10, c'est là, c'est 10, 20, 30, 40, 50, 60. De l'autre côté, c'est 0, 9, 8. Et là, c'est 3 cm, c'est 2, 9, 3. Et 5, 1, 2, 3, 4, 5. Là, c'est 5 volts. Et 6 là. Et j'essaie de donc 15, 30 avec 2,5 avec 50.
Voilà. CQ en fonction de UC, qui est une droite qui passe par l'origine. Donc la charge d'un condensateur est proportionnelle à la tension appliquée entre les bornes du condensateur. Donc on notera que Q est égal à C fois UC. On va définir cette constante C, qui n'est autre que la capacité de ce générateur-là. Comment et combien elle est liée, cette constante-là qu'on appelle capacité, elle est liée à la matière diélectrique utilisée, à la surface des armatures et aussi à la distance qui sépare ces armatures-là, d'une façon générale. Pour nous, et notre programme n'entre pas dans les détails comment ces condensateurs sont formés, de quoi ils sont utilisés. Nous utilisons uniquement un condensateur de capacité C et nous étudions ces dipôles-là sans s'intéresser à sa constitution, comment il est composé, comment il est fait. Non, ils sont séparés par... j'ai donné l'exemple là. Si tu essaies de faire ouvrir, mais avec mettre des gants spéciaux et avec un tranchant qui est... je ne te conseille pas de faire ce travail. Il faut le donner à un spécialiste. En allant chez soi, devant un mécanicien ou quelqu'un qui travaille sur ce type de travail, tu lui demandes, s'il vous plaît, essayez de me faire voir ce qu'il y a à l'intérieur. Et c'est lui qui a l'habitude de ce travail-là. Ne faites pas ceci par vous-même. Même à mon âge, j'arrive à faire des... Là, j'ai utilisé, vous voyez qu'il y a de l'huile qui sort de ce condensateur. Donc il y a, là, il y a un diélectrique à l'intérieur. Donc essayez de, si vous avez cette conviction de voir ce qui est à l'intérieur. Donc on mettra une phrase qui termine cette séance. Le coefficient de proportionnalité de la courbe tracée est nommé capacité. Le coefficient directeur de courbe tracée est nommé capacité. Notez C. Et s'exprime en système international en farad. Et s'exprime en système international en farad, notez F majuscule. Voilà. Point final de cette... c'est pas la leçon, mais de cette séance. On continuera le mercredi, Inch'Allah.